Chapitre 2. Entre ciel et mer. Première partie. Allô, Jérémy, c'est toi? Bien sûr que c'est moi, tu le vois bien? Comment vas-tu, vieux frère? Pas trop mal, et toi? Moi je vais bien, je suis en train de faire une petite marche en montagne. Oui, je vois ça. Mais comment tu vois ça? Oh non, ne me dis pas que tu l'as. Tu as l'abonnement satellite de communication et visualisation en temps réel, n'est-ce pas? Exact. Eh bien, je pense que tu distingues ma fidèle compagne, Asa. Mais bien sûr, elle est en pleine forme. Asa a dit bonjour à Jérémy. Il nous regarde depuis le ciel. Yvan montra le ciel de son doigt. La chienne Asa, comme si elle le sentait, se mit à fixer le ciel et aboya. Jérémy, il faut que je continue ma montée. Tu sais, je me dirige sur le plateau des Trois Lacs qui est près de mon village de Monjo, en face du mont Conjery. Il se situe à 5100 mètres et il n'y a bientôt plus de neige. C'est pour cela que ma chienne me suit. Ce n'est pas normal. Les gens du village m'ont demandé d'aller voir. Allez, je te rappelle très bientôt. C'est cela. À très bientôt et fais attention. Communication terminée. Durée 1 minute 53 secondes. Jérémy se demandait ce qu'Yvan Wong voulait lui dire. Yvan Wong était un expert en alpinisme et en plus un as de la météorologie et climatologue reconnu. De père russe et mère chinoise, Yvan était un sacré personnage. Un physique de fer et un mental d'acier. Il était marié à Melinda. Ils avaient 2 enfants âgés de 4 et de 2 ans. 2 garçons, Tia et Pyong. Sa compagne le suivait partout autour du monde. Ils habitaient aujourd'hui un petit village dans une vallée du Népal. Melinda était professeure en neurologie. C'est elle qui s'occupait de l'éducation de leurs enfants. Il demanda à son logiciel de se positionner à une altitude de 20 000 mètres au-dessus de sa dernière connexion. Il constatait que la neige était inexistante, effectivement. Sinon, rien ne le frappait. Il y avait 3 lacs, d'un bleu turquoise. Yvan avait quand même de la chance de parcourir la Terre par monts et par vaux et de découvrir des endroits encore préservés. Préservés entre guillemets, pensait Jérémy. Car en ce mois de septembre de l'an 2025, pas un centimètre carré de la planète Terre n'était préservé de l'humanité et de ses déchets. « Feu d'observation !» s'exclama Jérémy. Elsa confirma. « Système satellite off. » Jérémy décida de sortir. Il était maintenant 21h et il voulait faire un tour près de Londres. Il décida de sortir ce soir avec sa caisse. « Elsa, je sors, mise en fonction des alarmes de nuit à ma sortie. Processus engagé. » Le soir, dans cette banlieue anglaise, même bien gardée, il fallait mieux être équipé en alarmes et autres armes de dissuasion automatique. Pour sa part, Jérémy avait fabriqué quelques modules nanotechnologiques bien à lui. En cas d'approche de ses fenêtres ou de toutes les entrées de sa maison par un humain qui refuserait de s'annoncer en fixant la caméra au-dessus de la porte d'entrée, Elsa lâcherait, après un message d'avertissement répété 3 fois, un bataillon de nanomodules aux propriétés bien particulières. Ils étaient conçus pour désagréger tous les textiles naturels ou chimiques dans les limites de sa propriété. À ce jour, aucune tentative d'effraction n'avait été constatée. Une demi-heure plus tard, Jérémy remarqua Chris sur le trottoir près du quartier des restaurants chinois de Londres. Il s'arrêta à sa hauteur et l'interpella. « Chris !» Chris tourna la tête et répondit. « Salut Jérémy, qu'est-ce que tu fais là? Je veux me faire un petit truc à manger. Tu m'accompagnes? » « Eh bien, soit. J'étais parti pour la même chose. Ok, monte. Aux portes de la forêt. Ça te dit? Oui, très bon choix. Le riz aux champignons est excellent. Allons-y. » Jérémy accéléra sur environ 100 mètres jusqu'au parking. « Wouah, quelle bombe! Oh, je ne m'y ferai jamais. Mais si, il n'y a plus que des voitures électriques, de toute façon. Oui, mais la voiture électrique de ma grand-mère, ce n'est pas ton bolide. » La voiture parquée, les 2 collègues, et néanmoins amis, se faufilèrent dans les petites rues sombres, humides, sales et mal éclairées du quartier chinois. Le spectacle était un peu macabre. Dans certaines rues, les morts-vivants, comme les appelait Jérémy, c'est-à-dire toute la population des consommateurs de drogue, se livraient à leurs achats quotidiens de substances qui leur permettaient de faire des rêves extraordinaires. En 2025, les drogues en vente sur le marché n'avaient plus rien d'euphorisant, de calmant ou de stimulant.
elle s'était adaptée à la législation qui était implacable pour tous les comportements abusifs et non conformes des personnes conscientes. La mafia, en fait, comprenait très bien la législation. Consciemment, aucun effet n'était ressenti. Ce n'était que la nuit, pendant le sommeil, que les rêves devenaient extraordinaires. Des rêves à la carte selon la drogue. Le toxicomane était souvent impliqué pendant son rêve dans un jeu de rôle. Il y avait des drogues pour devenir chanteur, sportif, acteur, des drogues du travail, où l'on choisissait un métier par exemple. Par contre, le lendemain, il fallait remettre ça. Car si une personne bien dépendante arrêtait, son rêve prenait le dessus pendant son réveil. Elle oubliait sa vraie personnalité pour devenir esclave de son rêve. Cette transformation conduisait à la folie et presque toujours au suicide. Avec cette camelote, pendant la journée, tout le monde bossait bien gentiment. Ceux qui travaillaient, car le taux de chômage mondial atteignait les 30%. L'illusion mensongère des politiciens des années industrielles s'était évaporée. Le travail pour tous était bien fini. Et pourquoi pas? Mais fallait-il avoir un autre projet pour l'humanité? À la place de la réflexion, il y avait une sorte de minimum vital en place dans toutes les sociétés, afin de ne pas augmenter par des cadavres les montagnes de déchets. Mais l'inactivité, le manque de créativité, devenait anxiogène pour cette population. L'encouragement à la création n'était pas favorisé, ni l'acte qui consiste à produire quelque chose de nouveau, d'original. Ces drogues arrangeaient bien les dirigeants, finalement. La perversité de ces drogues allait jusqu'à les rendre conformes à la loi, ou plutôt pas non conformes à la loi. En effet, elles n'avaient rien de stupéfiant, puisque leurs effets ne se faisaient sentir que lors du sommeil. Quelques politiques étaient bien en train de débattre sur le sujet, mais comme les médecins étaient divisés sur la question, entre-temps la mafia avait occupé le créneau et s'enrichissait encore une fois sur la misère des gens. Peut-être que ces êtres rêvaient d'autre chose que de plastique suspendu aux arbres à la fin. « Quelle misère !» commenta Jérémie. « Tu n'as pas idée !» ajouta Chris. Dans le dédale sombre et humide des rues du quartier chinois, les clients des drogues de rêve faisaient la queue devant de pseudo-épiceries. À l'intérieur, les revendeurs, sombres main-d'œuvre de gros bonnets, se justifiant toujours sur leur job. Tantôt pour le plaisir, tantôt à cause de la société, c'était plus simple d'intégrer le réseau. Ces épiceries plus ou moins légales faisaient de bonnes affaires. En plus de boissons sucrées, elles vendaient les drogues du rêve. Chacune avait sa spécialisation. Sexe, sport, aventure, horreur, etc. Le comble étant que la production de ces drogues du rêve se faisait avec du plastique. C'était une idée cynique de la mafia. Non seulement elles contrôlaient les décharges et leur passage, mais elles utilisaient ces déchets dans la composition de leurs drogues. Ces drogues du rêve étaient du plastique. En tous les cas, les revendeurs ne rêvaient pas. Leur chef interdisait toute consommation personnelle. Par contre, il les avait conditionnés à être performants sur leur réseau. Et ils devaient sans arrêt rabattre et attirer de nouveaux consommateurs. À presque n'importe quel prix. Cela voulait dire que passer par ce quartier pour quelqu'un qui ne voulait pas consommer de ces drogues pouvait vite devenir compliqué, car ces revendeurs savaient être très persuasifs. Jérémie marchait normalement, mais son regard restait attentif à toute scène, personne et acte. Mais surtout, éviter de fixer un de ces revendeurs du regard. Ceci afin de ne donner aucun signal pour son achat et d'éviter toute provocation. Chris, lui, de son côté, était un peu plus nerveux au fur et à mesure qu'ils avançaient dans cette petite ruelle qui devait les mener au restaurant aux portes de la forêt. Soudainement, une voix provenant de derrière les interpella. « Hé, vous cherchez quelque chose, les deux devant ?» Chris et Jérémie se regardèrent. Jérémie fit signe à Chris des yeux de continuer à marcher. « Hé, vous deux, je vous cause !» Jérémie se retourna. « Non merci, on vient de faire nos courses. » En regardant l'un des trois gars qui les suivaient depuis quelques instants. « Arrête-toi, j'aimerais bien les voir, tes courses. » À ce moment-là, Chris et Jérémie se retournèrent et firent face à ce mini-gang. C'étaient assurément des revendeurs en mal d'aventure. Ils voulaient probablement agrandir leur réseau
par de nouveaux acheteurs apeurés. Chris s'était disposé avec son pied droit légèrement en arrière et venait de prendre une grosse respiration. Jérémie l'avait observé. Il mit sa main gauche devant Chris. Ce geste voulait dire « ne fais rien ». Mais il a l'air nerveux, le petit. Son regard fixait Chris. « Il n'y a aucun problème. Personne n'est nerveux. » répliqua Jérémie. Tu parlais de course, mais je ne t'ai pas vu acheter quelque chose. Tu dois avoir des problèmes de mémoire, n'est-ce pas? L'homme, qui devait apparemment être le petit chef du mini-gang, sourit en regardant les deux autres. « Tu dois avoir mal vu. » Continua Jérémie. L'atmosphère soudainement devenait plus lourde. Quoi? Tu prétends que je suis un menteur? Le chef haussa le ton. Peut-être pas un menteur, mais un imbécile. Wow, les gars, là on a un petit malin devant nous. Les trois revendeurs sortirent de leurs vestes des lames de différentes grandeurs et s'écartèrent les uns des autres de quelques centimètres, histoire de prendre leurs aises. La foule formait naturellement une sorte de cercle à bonne distance autour de la scène. La ruelle n'était pas large, peut-être 4 mètres. Chris regarda Jérémie et lui murmura. « Mais tu es complètement fou. Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse maintenant ?»« Rien. Recule derrière moi et reste à 2 mètres. » Chris s'exécuta et vint se placer derrière Jérémie, à 2 mètres. « Regarde ce que je t'ai dit. » Et d'un ton vif et plus fort, en s'adressant au chef du gang. « Regarde, voilà ce que j'ai acheté. Alors si tu veux faire le détective, il faudrait que tu te réveilles. » ajouta Jérémie. La provocation allait crescendo, et l'on sentit que le gang n'était pas habitué à ce genre de défi. En effet, ils étaient peu à oser la défiance envers ces malfrats, peu à avoir encore du courage devant la peur. Mais Jérémie mit la main droite dans la poche droite du devant de son pantalon et sortit une petite boîte qu'il présenta en ouvrant délicatement le couvercle au chef du gang qui se trouvait à 2 mètres devant lui. Mais qu'est-ce que tu me montres là? C'est quoi cette embrouille? Je t'ai dit, j'ai fait des courses, mais mes achats ne viennent pas de ta boutique. Alors si j'étais toi, je rangerais ma ferraille et je repartirais faire mon inventaire. Mais tu te prends pour qui? C'est moi le boss dans ce quartier, on va te montrer. Le chef du gang regarda ses soldats en leur faisant un signe d'aller de l'avant. Les 2 membres hésitèrent. Il semblait que ce n'était pas le protocole habituel. Quoi? Mais vous avez peur? Cria le chef. Tout autour, la foule s'était assemblée. Elle formait une sorte de cercle. Jérémie, de son côté, s'était baissé, avait posé la petite boîte à terre et s'était reculé de 2 mètres à côté de Chris. Quand les 2 gangsters, l'âme en avant, avancèrent, suivis de leur chef, en direction de la petite boîte, une étrange sensation les envahit. Au début, ils se regardèrent nerveusement, tout en arrêtant leur marche. Puis ils regardèrent la foule qui était collée le long des murs. Soudain, quelqu'un dans la foule éclata de rire. Puis un deuxième, un troisième, et toute la foule se mit à rigoler à plein poumon. Chris lui-même rigola. « Oh non, tu n'as pas osé, Jérémie. » Jérémie, impassible, regarda la scène. « Oh merde les gars !» commenta le chef du gang. « Regardez-vous !» Les 2 autres membres baissèrent les yeux et virent qu'ils n'avaient bientôt plus un seul habit sur le corps. « Qu'est-ce que c'est? Et toi, chef, t'es complètement à poil !» répliqua l'un des 2 desperados. La foule était hilare, et il régnait une atmosphère de carnaval parmi les passants. « Maman !» cria le meneur. « Barrons-nous !» Et les 3 gangsters se mirent à courir en se faufilant dans la foule à cul nu. Au même moment, les sirènes de la police se firent entendre. La foule retrouva son calme. Jérémie regarda la petite boîte dont le couvercle venait de se refermer. Il la saisit, la replaça dans sa poche et fit signe à Chris de le suivre. Au pas de course, Chris et Jérémie s'engagèrent dans un dédale de rues et passages. Finalement, après 3 ou 4 minutes, ils arrivèrent devant le restaurant aux portes de la forêt. Tout en reprenant son souffle, Chris regarda Jérémie et lui demanda « Comment les as-tu fabriqués ?